L'autonomisation de la femme était au centre d'une activité de sensibilisation organisée par l'ONG Action pour la défense des droits des femmes et la lutte contre le changement climatique, ADFLC, vendredi 13 mai 2022 à Kinshasa. Le complexe scolaire Saint-Paul II, situé dans le camp Manzanza, derrière la cité Maman Mobutu, a été la première cible de ce projet de l'ADFLC qui vise à inculquer le sens de l'entrepreneuriat et de l'indépendance dans le chef des jeunes filles. Nous avions bien voulu d'un peu s'occuper plus spécialement pour ces quartiers-là qui sont plus reculés. Selon l'expérience que j'ai dans ce travail, je dois admettre que les femmes sont vraiment lourdes parce que les femmes ont déjà leur culture. Okay, on les a déjà éduquées à partir de la maison parce que c'est ce que nous luttons aujourd'hui. Si la femme, on dit que la femme est faible aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau de nos ménages, on nous a appris que la femme est faible et l'homme est fort. Nous pensons qu'avec cette génération qui est dans le bas âge, si on apprend déjà cet esprit-là d'entreprise au sein de leur tête, demain ou après 10 ans, on aura des résultats palpables. Satisfaits de cette initiative, les autorités de l'école Saint-Paul II ont manifesté leur joie et ont émis le souhait de voir cette action se reproduire. L'occasion faisant le larron, le directeur adjoint de cette institution a interpellé l'autorité compétente sur l'état de cette école. Bon, j'ai beaucoup vraiment aimé et puis la sensibilisation a vraiment abouti. Donc les élèves étaient très contents dans l'ensemble et nous, donc les autorités, donc envoie l'ONG de venir ici donc, et puis de parler sur comment et puis rendre et puis la femme autonome. Mais et puis notre souhait que ça ne puisse pas être la première ou la dernière fois. Nous faisons aussi l'appel donc, aux autorités donc, de nous venir en aide. Quant aux élèves sensibilisés, la matière a été bien assimilée, à en croire 2 d'entre elles. Madame nous a dit que la femme doit être autonome, elle doit chercher ses entreprises pour ne pas avoir de grossesse précoce. Madame nous a dit que la femme doit connaître ses droits, doit avoir ses capacités. La femme doit être autonome, avoir les mêmes chances que l'homme. Dans le but de rendre plusieurs filles à l'âge scolaire et femmes ou leaders de demain autonomes, l'ONG ADFLC entend étendre ses activités sur une période de 5 ans en vue d'atteindre un bon nombre de filles qui résident dans les coins très reculés de la capitale afin de contribuer à leur instruction. Après avoir vécu des centaines de milliers d'années sur la planète, l'homme n'a pas cessé de massacrer la nature. L'industrialisation à outrance, destruction des terres cultivables, déforestation, pollution ont sans doute contribué à aggraver l'équilibre climatique. Cet équilibre naturel est perturbé en faveur de sa destruction. Les activités humaines sont à la base de cette perturbation. À en croire les scientifiques du GIEC, les émissions globales de CO2 ont triplé. Le monde court un risque si la tendance ne s'inverse pas. Et cette couche d'ozone, c'est quoi? Est-ce qu'elle nous protège? Oui, elle protège toute l'humanité aux ondes ultraviolettes. Et si je peux ajouter quelque chose d'intéressant, c'est que avec l'industrialisation, l'homme a créé des gaz très nocifs à cette couche d'ozone. Les types de gaz qui tuent la couche d'ozone fabriqués par l'homme sur la Terre s'appellent le CFC, les chlorofluorocarbones, les hydrogénofluorocarbones, les perfluorocarbones, etc., etc. Des catastrophes principalement causées par des émissions dans l'atmosphère des produits chimiques de synthèse connus sous les noms de substances appauvrissant la couche d'ozone. Il s'agit de substances stables contenant du chlore et du brome qui ne sont pas décomposés dans la base. Ces produits tuent l'ozone, c'est-à-dire provoquent une combustion de l'ozone au point que l'ozone combiné à ces produits se transforme en gaz à effet de serre d'une part
et voit son épaisseur se réduire davantage. Et nous assistons là à l'épaississement de la couche d'ozone. Et l'épaississement de la couche d'ozone, c'est ce qu'on appelle les trous d'ozone. Bien que l'ozone soit présent en faible concentration dans l'atmosphère, la plus grande partie, environ 90%, se trouve dans la stratosphère, où forme une couche 20 à 50 km au-dessus de la surface de la Terre. Cette couche naturelle des gaz filtre une grande partie des rayonnements ultraviolets provenant du Soleil, lesquels rayons peuvent être nocifs pour la plupart des organismes vivants, avec des effets sur la santé humaine, sur l'environnement, sur les écosystèmes terrestres et aquatiques. Plus de 40 ministres en charge du climat du monde ont, au cours de la réunion ministérielle des préparations de la COP27 prévue en novembre prochain, discuté sur les questions liées à la résilience, aux pertes et dommages, à la finance climatique ainsi que la limitation à 1,5 degré Celsius de la température mondiale. Co-organisé par Alok Sharma et Sama Shukrai, respectivement présidents de la COP26 et de la COP27 sous l'égide du Danemark, cette réunion ministérielle ouverte le 13 mai à Copenhague au Danemark a offert une opportunité d'évaluer les progrès de la mise en œuvre des engagements souscrits par les bailleurs à Glasgow et réfléchir sur l'agenda de la COP27. Des discussions vitales pour résorber la crise climatique à quelques 6 mois de la tenue de la 27e conférence des parties sur les changements climatiques en Égypte. Face à l'urgence climatique, la réunion s'est penchée sur l'accélération des actions internationales en faveur du climat en vue de limiter les dérèglements climatiques, s'y adapter et réduire la dépendance aux fossiles. En marge de cette réunion, la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eva Zaiba, a eu une séance de travail avec la partie égyptienne. Une occasion pour les deux parties de faire un état des lieux de l'avancement des travaux préparatoires de la COP27. Les Quinois voient dans les domaines des chasses et réserves des Bombolumene une source pour puiser du bois de chauffage à revendre dans la capitale. Entre-temps, ce commerce détruit l'écosystème de ces sites. Aussi, l'ethnie des Bateke qui y habitent se sent de plus en plus menacée. Face à ces dangers, la volonté stratégique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature est de relancer les activités tout en ouvrant de nouvelles opportunités avec la possibilité de mettre en œuvre des projets originaux à très grande échelle pour la conservation communautaire de la biodiversité. Le corridor écologique des Bateke ou CEBAT est une initiative qui a été prise à partir du domaine de la Bombolumene, qui est en fait une aire protégée qui est située dans la province de Kinshasa et se trouve être au milieu d'un corridor de très grande taille. Le dessin du corridor que je vous décris est fait par les éléments naturels, géologiques et écologiques. En partenariat scientifique avec les RAIFT, l'ICCN a mis en place les concepts corridor écologique des Bateke. Ces projets visent à définir et à animer une paire protégée de 350 km de long et 100 km de large, allant de la frontière de l'Angola au sud jusqu'aux bordures nord du territoire de Kwamut, province de Maïndombe. On met en place un réseau d'1 millier de villages qui deviendront des villages intelligents, Mboka et Amayele. Et dans chacun des villages, on dédie 200, 300, 400, 500 hectares à faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire de combiner de l'agriculture alimentaire avec de la forestation à destination justement climatique, bois, énergie, etc. Les projets CEBAT a l'ambition d'impacter directement près de 15 millions de personnes. Le site deviendra le centre de gravité et la tour de contrôle de la mise en place d'Mboka Mayele, afin d'assurer le mieux possible la protection de la flore et de la faune encore présentes dans leur état original au sein du domaine. À la longue, l'ICCN et ses partenaires ont l'ambition d'engager des processus d'inscription du CEBAT au patrimoine de l'humanité auprès de l'UNESCO. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement de Kisenso Gradeki, la dynamique pour le développement de Kisenso DDK et d'autres associations
basés dans la même commune, ont annoncé la tenue d'une grande réunion pacifique le 17 mai prochain. Ceci pour réclamer la reprise des travaux de la route Kisenso-Intendance. Nous voulons que les travaux reprennent. Tout ce que nous attendons, c'est ça. Nous avons estimé que la commune de Kisenso, c'est une commune enclavée. Si nous revendiquons et que nous avons une solution à cette revendication, on estime que c'est une libération. La libération proviendra de la route qu'on doit faire parce que ça va relier la commune de Matete, traverse la commune de Kisenso pour l'intendance de Lemba. Vous comprenez que ça va amener le développement, même les entrepôts, les commerces, où l'économie va essayer d'augmenter de ce côté-là. Après des travaux sur quelques kilomètres, en partant de la commune de Matete, le chantier a été abandonné. La dégradation de cette route entraîne des conséquences dans le vécu quotidien de la population de cette commune. À l'époque, on revendiquait que l'État puisse donner sa part pour que les travaux reprennent. Pour l'instant, l'État avait donné, mais le problème est que quand on a enregistré ce qu'on doit indemniser, les nombres qu'on enregistre continuent à augmenter. C'est ce qui bloque le début des travaux. En dehors de son état de dégradation très avancé, les habitants de la commune de Kisenso présentent un manque criant d'infrastructures. Pour eux, cette situation fait de cette commune la municipalité la plus défavorisée de la ville-province de Kinshasa. Les notables de cette commune en appellent à l'implication de tous pour la réussite de ces rendez-vous. Nous avons une solution à cette revendication.